عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Pour commencer, je voudrais dire au nom du président de la Chambre. Alors moi, je vais te donner le micro, comme ça on éteint complètement le micro-pupitre. Ça va, s'il te plaît, et voilà, c'est parti. Merci. D'abord, au nom du président de la Chambre de commerce de Bayonne, de son bureau, du conseil, du comité de direction du cluster Boissel et de ma part, merci pour l'accueil que vous nous faites et l'honneur que vous nous donnez de présenter une expérience que nous avons développée au Pays Basque et qui est en train de se généraliser. Le sujet, c'est la mise en réseau des acteurs touristiques d'une destination pour améliorer la performance touristique. Alors, je vais vous parler de cluster. Le cluster est une animation économique qui est très très généralisée dans l'industrie. Pas vraiment beaucoup dans le tourisme, ça se développe depuis une dizaine d'années seulement. Et nous sommes partis, et mon propos, il va être en 3 temps. Premièrement, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de travailler en réseau dans le tourisme. Deuxième partie, ça va être la méthodologie à mettre en place. Et la troisième partie, on va l'illustrer par une petite vidéo et humblement, on va vous présenter ce que nous avons mis en place au Pays Basque. Je le dis tout de suite, chaque écosystème est particulier. Il n'est pas possible de reproduire un modèle sur une autre destination. Il faut juste, pour pouvoir développer des clusters ou des mises en réseau d'acteurs, c'est s'adapter à l'écosystème local et aux particularités et à la culture locale. Alors, en quoi le tourisme est une industrie? 5 caractéristiques communes. D'abord, un fort besoin capitalistique. Les personnes qui sont dans l'hébergement, par exemple, ne vont pas me contredire. Quand ils font des travaux, ils savent combien ça coûte cher. Et également capitalistique en termes d'investissement, mais aussi de ressources humaines. Aussi, l'autre caractéristique commune avec l'industrie, c'est le fonctionnement d'interaction avec des différents partenaires, des sous-traitants, des distributeurs, des fournisseurs, etc. On est aussi dans une concurrence internationale. Le concurrent de Meknès n'est pas Fès. Le concurrent de Biarritz, ce n'est pas Bordeaux. C'est le monde entier. Le quatrième point, c'est une production en série pour produire le service et le produit que l'on va vendre. L'hôtellerie est normée, la restauration est normée et tout le reste est normé. Soit par des normes de sécurité, d'hygiène bien sûr, mais également de savoir-faire, de process et pour assurer une démarche qualité ou une démarche de labellisation. Et puis le développement est conditionné à une nécessité d'innovation et de management de la qualité. Ça, ce sont les 5 caractéristiques communes. Et puis il y en a 3 qui sont fondamentales et différenciantes entre le tourisme et l'industrie. D'abord, la destination et le support de la compétitivité. Quand on dit destination, c'est l'espace qu'utilise le client dans sa consommation. Ce n'est pas forcément la ville d'accueil. C'est l'espace que le client va consommer. En ce qui nous concerne, par exemple, quand on reçoit des croisiéristes qui arrivent en bateau de croisière, on est à 2 heures de Lourdes, et pourtant on a des personnes qui arrivent à Saint-Jean-de-Luz ou à Bayonne et qui vont aller consommer un produit de pèlerinage à Lourdes, ou à Bilbao. Deuxième point, c'est que le tissu économique du tourisme est généralement constitué de petites entreprises. Troisième point, c'est que le client assemble le produit consommé. Et je rajouterai qu'il est aussi votre principal ambassadeur. Donc, si je voulais être un peu provocatrice, je vous dirais, laissez tomber la promotion, concentrez-vous sur l'ingénierie, la formation et la qualité de la prestation. C'est un peu provocateur, mais
c'est le client qui va faire, grâce aux réseaux sociaux, votre notoriété et l'attractivité de votre destination et de votre équipement. C'est un secteur qui progresse 2 fois plus vite que l'économie au niveau mondial, hein, 2 fois plus vite que l'économie mondiale et qui contribue à 10% du PIB planétaire et qui est porté par une montée une richesse de la classe moyenne. Et je sais que le Maroc est dans cette situation-là. Donc, vous avez à la fois un tourisme national, un tourisme continental et un tourisme international avec différentes cibles à aller chercher en fonction, bien sûr, des particularités de consommation de chaque type de clientèle. Alors, le tourisme est géré par, est un secteur en pleine croissance, en pleine mutation, notamment depuis l'ère du digital, depuis à peu près 20 ans, depuis Internet, et on est rentré dans une globalisation à la fois des marchés qui agit sur l'offre globale, une globalisation de la production et qui demande à faire des produits plus durables et avec un meilleur rapport qualité-prix, parce que justement la digitalisation nous permet d'avoir une visibilité de l'ensemble de l'offre, permet aux clients d'avoir une visibilité de l'ensemble de l'offre. Ça ne veut pas dire moins cher. Je voudrais juste insister sur ça. Ça ne veut pas dire moins cher. Ça veut dire le bon rapport qualité-prix. Et peut-être que vous n'avez pas intérêt d'aller trop bas dans les tarifs. Et puis on rentre dans le troisième impact, c'est la globalisation des comportements. Le client demande des produits maintenant qui sont plus éthiques. Les valeurs sont partagées au niveau mondial, donc plus éthiques, plus solidaires, plus responsables, plus durables, plus inclusifs. Et donc, vous voyez là que le principal défi des entreprises et de la destination, c'est de rester à la fois attractif et compétitif. Et je suis persuadée que, parce qu'on en a fait l'expérience, que la mise en réseau des professionnels, c'est une réponse à la mutation de ces marchés. Alors vous allez me dire, pourquoi faire? D'abord parce que le produit touristique combine à la fois du gratuit et du payant. Quand je dis du gratuit et du payant, c'est quoi? Payant, vous avez tous compris, restauration, hôtellerie, guide, voyage, etc. Le gratuit, c'est quoi? C'est de la promotion, c'est de la sécurisation, c'est de la propreté, c'est de la signalétique, c'est de l'aménagement, c'est de l'information. Et vous devez comprendre que c'est parce qu'on fera travailler les différents acteurs qu'on assurera la satisfaction du client en combinant une bonne qualité entre le gratuit et le payant. L'expérience client est nourrie de ces deux pôles. Et puis on rentre bien sûr sur une mise en marché complexe. Le client est de plus en plus autonome. 70% des Français organisent leur séjour sur le digital. Alors ça veut dire qu'il faut mettre autour de la table qui? D'abord, il faut mettre des partenaires d'affaires, des distributeurs, des différents acteurs d'activité, le commerçant, l'artisan, l'agriculteur, etc. Il faut mettre tous ces acteurs autour de la table. Il faut mettre aussi les autres acteurs de la destination, et notamment les institutionnels. Et quand je parle d'institutionnels, je ne parle pas seulement des institutionnels qui assureront votre promotion, je parle de la formation, je parle de l'urbanisme, je parle de la culture, je parle des déchets, je parle du traitement des eaux. Voilà. Et puis bien sûr, les collectivités territoriales qui assureront qui gèrent la destination. Alors ça peut être à plusieurs échelles, ça peut être une communauté de communes, ça peut être une agglomération, ça peut être une région, ça peut être une métropole. Et puis il y a le patrimoine existant, matériel ou naturel.
qu'il faut bien sûr, aujourd'hui ça a été le cas, on en a beaucoup parlé, réhabiliter, mettre à niveau, valoriser, communiquer dessus, etc. Et surtout préserver. Il peut y avoir des externalités négatives du tourisme, de la fréquentation touristique. Il faut pouvoir concilier à la fois développement touristique et préservation environnementale et patrimoniale. Et puis le cinquième entrant, c'est l'habitant. De plus en plus, les habitants sont des acteurs de l'attractivité, à la fois en tant qu'hébergeurs, chez eux, en développant de l'agritourisme, en développant le Airbnb. Alors, je ne sais pas si vous êtes tellement concernés encore, mais il y a certains territoires, vous le savez, qui sont complètement... l'offre chez l'habitant est plus importante que l'offre marchande dans les campings, les hôtels, les résidences de tourisme. Mais l'habitant est aussi un acteur dans l'accueil du tourisme. Alors, clusteriser une filière touristique, c'est agir sur deux pôles. Premier pôle, c'est les leviers de la compétitivité du secteur. Alors, bien sûr, on parle de marketing touristique, mais pas seulement. On parle de qualité, on parle de ressources humaines, de formation des hommes et des femmes, bien sûr, et des dirigeants. On parle d'innovation, on parle d'environnement. Et c'est aussi agir sur la culture de l'entreprise ou la culture des acteurs. C'est accepter d'être dans la compétition. Alors la compétition, c'est à la fois d'être dans la coopération et en compétition. Parce que bien sûr, quand le client va choisir la destination Meknès, bien sûr qu'il va choisir entre deux hôtels, ou un hôtel et un camping ou une résidence de tourisme. Mais l'important, c'est de le faire venir. Parce que quand il sera sur place, il pourra consommer et ça sera bénéfique pour tout le monde. Et bien sûr, ça c'est valable, ces deux points sont valables pour tous les clusters, mais en plus, pour le tourisme, on entre aussi dans de l'interaction publique-privée avec les politiques publiques au sens large, quand je parle de politique publique. Donc les entreprises, c'est quoi clusteriser? Pour résumer, c'est des entreprises qui réalisent en commun des actions qui entrent dans un champ de projet stratégique qui n'aurait pas été possible de mettre en place tout seul et de manière individuelle. Alors pourquoi faire? D'abord, pour initier une nouvelle approche de développement touristique basée à la fois sur la concertation et la coopération transversale et permanente entre les filières. Quand je parle de filières, je parle d'hébergement, bien sûr, mais je parle aussi d'animation de séjour, de transport, de distribution. Et puis c'est un collectif qui est en lien avec les institutionnels pour partager une vision et qui sera déclinée en plan d'action. Et tout ça, parce que je vous le rappelle, le tourisme est une activité qui est très très concurrentielle, dans un environnement très instable, qui est soumis aux différents aléas climatiques, médicaux. Il y a eu le stress, on se souvient, l'impact que ça a eu sur la fréquentation aérienne. Et puis, je viens de vous l'expliquer, c'est une activité, c'est une filière, un secteur économique qui est en complète évolution et ce n'est pas terminé. Alors pourquoi faire tout cela? D'abord, pour renforcer l'entreprise en concevant et cofinançant des dispositifs techniques utiles à tous, c'est-à-dire améliorer la compétitivité de l'entreprise et du secteur économique privé, mais en contribuant aussi à la création de ces dispositifs sur le plan financier et sur le plan technique. Et par exemple, ça s'est traduit chez nous par une centrale d'achat pour favoriser les achats en circuit court, pas seulement agroalimentaire, sur tous les secteurs, même les achats non stratégiques. Ça a été créer un groupement d'employeurs, notamment pour partager des compétences
des webmasters, des RH, etc. Bien sûr, des serveurs, des cuisiniers, des femmes de chambre. C'est aussi partager des actifs. C'est aussi partager des plans d'action et les financer en commun. C'est rentrer dans des labellisations. C'est créer des relations d'affaires entre les entreprises. Faire du business entre les entreprises et dans la chaîne d'acteurs du produit touristique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça sera de se projeter dans l'avenir en mettant en place un management durable et responsable. C'est identifier les opportunités, les tester et créer de l'innovation. Alors, l'innovation, ce n'est pas seulement technologique, c'est aussi organisationnel. Se mettre autour d'une table et réfléchir à concevoir une animation, un service pour aller chercher partager entre plusieurs hébergeurs pour aller chercher des clients à l'aéroport, c'est déjà de l'innovation. Donc c'est des rencontres B2B entre les entreprises, c'est de l'innovation du produit ou du service, c'est aider des entreprises qui ont des projets dormants à les concrétiser. C'est créer des études économiques ou des études de marché. C'est développer des filières locales en circuit court. Et puis, quand on a la chance d'avoir plusieurs clusters, et c'est le cas au Maroc, c'est de créer des actions en interclustering. Vous avez des clusters du digital, vous avez des clusters du transport, vous avez des clusters industriels. Il y a certainement des ponts à créer entre le tourisme et les autres secteurs économiques. Enfin, c'est permettre aux entreprises et aux acteurs touristiques de prendre leur place, mais pas la place d'eux. Chacun ses responsabilités, chacun son domaine de compétences, chacun les moyens qu'il peut affecter au projet global. Mais c'est très très important d'associer l'ensemble des acteurs autour de cette table pour partager une vision et des objectifs et une feuille de route. Alors chez nous, ça s'est traduit par une charte territoriale qui assure une responsabilité sociétale et environnementale du développement touristique, qui valorise aussi la culture basque et la langue basque. Je suis désolée, mais c'est l'autre. Nous n'avons pas de médina au Pays Basque. Par contre, nous avons une culture forte. Ça, c'est le côté un peu chauvin, tout ce que je sors d'un coup. Ensuite, c'est participer à des programmes territoriaux mis en place par des institutionnels. C'est aussi donner des avis structurés et concertés aux instances institutionnelles qui vont décider le programme. Et c'est quand je dis les entreprises prennent leur place, mais pas la place d'eux, ce dernier point est très très important. Nous avons, depuis quelques temps, au Pays Basque, depuis longtemps, depuis qu'on a lancé le cluster, donné des avis signés par l'ensemble des représentants des filières, et je peux vous assurer que ça a changé la donne institutionnelle dans les projets qui ont été portés, notamment marketing. Et là, ça fait un peu le pont avec le dernier point, qui est coordonner les stratégies locales et institutionnelles et celles des entreprises sur le territoire. C'est optimiser les effets de levier de la ressource publique. Alors, quelles sont les conditions de réussite de la création d'un cluster? D'abord, c'est une taille critique de la représentativité du secteur. Alors, la taille critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois le nombre, mais à la fois l'ensemble des filières. Depuis quelques jours, là, je rencontre un certain nombre d'acteurs et on me dit, par exemple, le CPT. Dans le CPT, il n'y a pas les sites, il n'y a pas les musées, il n'y a pas les prestataires loisirs, il n'y a pas les artisans, il n'y a pas les entreprises agroalimentaires qui vont en direct. C'est quelque chose qu'il faudra revoir si vous voulez rentrer dans une vision stratégique et concertée. C'est des blocs d'action précis développés dans l'indépendance des partenaires. Chaque partenaire a sa propre stratégie. Il faut travailler sur le point commun entre l'ensemble des partenaires. Et donc, ça veut dire définir
un périmètre d'action et des règles de fonctionnement et de responsabilité. Et bien sûr de s'y tenir. C'est évaluer la contribution du cluster à la performance à la fois des entreprises et de la valeur ajoutée à la destination. Donc ça veut dire mettre en place des observatoires, définir des indicateurs de performance, les mesurer, quand ça marche, très bien, quand ça ne marche pas, avoir l'honnêteté de dire ça n'a pas marché, j'ai tenté, ça n'a pas marché, on modifie, mais au moins on avance. Quatrième point, c'est accepter, et ça c'est un message que je fais passer à la classe politique, accepter d'avancer à la vitesse des entreprises et non pas celle des décisions politiques. Pourquoi? Parce que c'est les entreprises qui vont faire le chiffre d'affaires de la destination. Bien sûr, il faudra la pérennité d'un groupe de direction. Cette gouvernance, elle s'organise, elle se gère, et pour permettre une vision sur 4, 5, 6 ans, 7 ans, il faut qu'il y ait une certaine pérennité. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé, ce groupe de direction, mais il faut ce groupe de gouvernance. Mais au moins, il faut qu'il y ait des socles stables qui permettront de continuer dans le temps. Il faut un animateur formé à un génie de projet, à la conduite de changement, qui soit assez agile pour pouvoir passer d'un monde à l'autre et parler avec l'ensemble des partenaires. Et puis, en ce qui nous concerne, il a fallu aussi qu'on trouve une structure d'appui pouvant assurer l'avance de trésorerie, parce que c'est de l'investissement, c'est de l'investissement humain, c'est de l'investissement financier, pas très important, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine pérennité. Je vous disais tout à l'heure que les entreprises devaient contribuer au fonctionnement du cluster, c'est vrai, le nôtre existe depuis 12 ans, les entreprises contribuent à hauteur de 30%. Donc ça veut dire que derrière, il y a des programmes que l'on mène avec des financements publics ou bien européens. Ils sont généralement payés à la fin du programme. Donc il faut que quelqu'un fasse l'avance de trésorerie. Excusez-moi, c'est très basique, mais il faut le dire. Et alors, comment on fait pour démarrer? Et là, il n'y a ni page blanche, ni feuille de route. Je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas calquer un modèle d'une destination à l'autre. Par contre, il y a des principes. Premier principe, c'est poser un discours basé sur les réalités économiques et pas des impressions, des ressentis, voire des idées reçues. Depuis 2 jours, j'ai rencontré une quarantaine d'acteurs locaux. Certains s'appuient sur des réalités économiques, des données chiffrées, des études, d'autres sur des idées moins fondées. Et donc, quand il faudra définir une stratégie, il faut aussi s'appuyer sur des réalités et des choses qui sont possibles. J'ai été l'intervenante précédente tout à l'heure était très intéressante et tout ce qu'elle a dit m'a beaucoup interpellée. Je vous remercie d'ailleurs. Deuxième brique, c'est l'engagement de leaders d'opinion capables de fédérer leurs collègues ou leur écosystème pour dépasser leurs propres intérêts. Là, je pense que vous avez de la chance parce que depuis 2 jours, je rencontre beaucoup de gens qui s'investissent et qui ont envie de s'investir pour le bien public et au-delà de leurs propres intérêts. Et vous avez beaucoup de chance parce que ce n'est pas donné à tous les territoires d'avoir des gens qui s'engagent. Troisième brique, c'est partager et valider collectivement des enjeux et définir une hiérarchie d'action à mener. Quand on commence, on a envie d'aller très vite, très loin. Mais pour aller très loin, il faut aller souvent lentement. C'est apprendre déjà à travailler ensemble, à se faire confiance. C'est des petites
des petits succès qui vont en faire après un grand. Mais il ne faut pas essayer de gravir tout de suite l'Himalaya. D'abord, on va commencer à gravir ma petite colline à côté de chez soi. Et puis, souvent, sur le chemin que vous allez emprunter, il y a des petits cailloux, des petites choses qui vont vous faire trébucher. Ce qui est important, c'est l'objectif final. Et garder le cap. Et puis, bien sûr, quatrième brique, c'est l'engagement d'un coordinateur qui est expert en appui aux entreprises et puis qui connaît l'environnement aussi institutionnel pour réaliser les premiers travaux d'études, convaincre, réunir, sécuriser la relation entre les membres, coordonner les synergies et lancer les premières opérations. Bon, le facteur clé pour impliquer les entreprises, vision stratégique, je reprends un petit peu, gouvernance souple mais structurée, des opérations à valeur ajoutée, que l'on mesure, dont on mesure les résultats, et puis des budgets à tiroir pour fonctionner. Je vous parlais tout à l'heure de l'adhésion des membres et du cofinancement. Ça peut passer aussi de la facturation de services aux membres. Ça peut passer aussi par du financement public et puis du partenariat en nature. En conclusion, c'est une approche systémique qui bénéficie à la fois aux entreprises et aux territoires. Alors, je vais finir par une citation de Joël Delaunay qui dit que manager un projet, c'est faire émerger l'intelligence collective pour l'intérêt de tous. Mileshke, merci. Shukran. C'est nous qui vous remercions, Corinne Cerveau, de nous avoir apporté, avec l'humilité qui s'impose, cette expérience de Bayonne, Pays Basque, et ces différentes briques que vous avez suggérées. Nous essayerons de nous en inspirer pour faire véritablement de Meknès une destination à part entière. Mesdames, super. En direct et en live, pendant quelques minutes, un film synthèse. Un cluster, c'est un regroupement d'entreprises d'un même secteur d'activité ancré sur un territoire. Elle porte une stratégie collective de développement et réalise des actions qu'il n'aurait pas été possible de mettre en œuvre de manière individuelle. Xavier Roy, directeur de France Cluster, nous parle de l'intérêt d'un cluster pour répondre aux attentes des clientèles touristiques. Le cluster, par ses différents services de l'utilisation, permet à ces acteurs offreurs de services touristiques de pouvoir s'adapter rapidement et d'avoir la flexibilité, la réactivité nécessaire pour pouvoir répondre à cette demande. Alors vous avez compris, on va assister aujourd'hui, cet après-midi, à la naissance du cluster Goissel, le cluster tourisme du Pays Basque. Les membres fondateurs sont les représentants des groupements et syndicats des principales filières du tourisme du Pays Basque. Ensemble, ils représentent plus de 580 entreprises d'hébergement, des loisirs, des musées, du transport et des agences réceptives. 4 types de défis avaient été identifiés. Le premier était d'ordre commercial pour renforcer la visibilité sur le marché. Le second était de consolider les entreprises pour les garder rentables, solvables et robustes. Le troisième relevait du social d'une part sur la question des ressources humaines et d'autre part sur l'acceptabilité du développement du tourisme par la population locale. Enfin, le dernier défi visait la mutualisation des moyens et l'interaction publique-privée. C'est pourquoi les adhérents du cluster Goissel partagent une même vision d'avenir qui repose toujours sur 3 objectifs. Améliorer la compétitivité économique du secteur en anticipant sur ses mutations. Contribuer à une destination de qualité en consolidant et professionnalisant l'offre. Œuvrer pour un développement touristique respectueux des valeurs, de la culture et du territoire basque.
Goasen a joué différents rôles dans la réalisation de ces projets. Tantôt maître d'œuvre d'action, nous avons aussi été assistants à la maîtrise d'ouvrage, de dispositifs ou simplement fournisseurs d'informations économiques. Les projets que nous avons menés peuvent être classés en 3 catégories. La première est la mise en place de dispositifs au service des entreprises, comme par exemple la création d'un groupement d'employeurs du tourisme pour mutualiser les compétences et pérenniser l'emploi, la mutualisation de la challenge stratégique pour améliorer nos marges, des ateliers sur la thématique de la gestion des ressources humaines, l'impulsion d'un système d'échange non monétisé de biens ou de services entre entreprises. Certaines actions visent la population locale. Ainsi, certaines entreprises ouvrent leurs portes aux habitants pendant un week-end par an pour leur faire découvrir notre patrimoine et les rendre prescripteurs de l'offre touristique. La seconde catégorie d'action porte sur l'organisation de rencontres entre acteurs professionnels. Outre notre forum annuel et la dizaine de groupes de travail qui ont été animés, nous avons également organisé des rencontres d'affaires entre les prestataires de l'espace transfrontalier pour favoriser des partenariats commerciaux. Il y a eu aussi des projets qui ont été développés avec les autres clusters du Pays Basque, comme des plans de formation pour les salariés ou des salons pour mettre en relation les producteurs agroalimentaires locaux avec les restaurateurs. Enfin, la troisième catégorie d'action concerne la veille d'information sur l'économie touristique et la représentation des acteurs du tourisme dans les instances institutionnelles. Au cours des 8 ans, nous avons produit différentes études et publié plusieurs contributions à l'attention des élus. Nous avons aussi contribué à l'émergence d'une marque territoriale et défini les critères d'engagement des entreprises. Cela leur permet de bénéficier de la marque Biarritz Pays Basque. Au fil de ces 8 premières années, Goasen a permis aux filières d'apprendre à travailler ensemble, de mettre en place des dispositifs pérennes et de prendre notre place à côté des autres acteurs. Après cette première période de structuration, Goasen entre dans une phase de consolidation avec la définition d'une nouvelle feuille de route et de nouveaux partenariats nouveaux. S'il y avait 3 mots pour conclure, premièrement, gardez en tête concertation, le deuxième c'est coopération et le troisième c'est pérennité. Je vous souhaite une bonne réussite à la fois de ce FITAM mais aussi de votre développement touristique. Merci, merci. Concertation, coopération et pérennité, ce sont, je pense, les 3 éléments d'une très très bonne gouvernance. C'est une idée, un concept qui a été mis en place il y a à peu près une dizaine d'années, d'après les échanges que j'ai eus avec Mme Corinne Cerveau. 2008, Corinne, c'est ça, le lancement 2008, et nous sommes en 2019, et les choses sont un petit peu mises en place. Donc, vous avez rêvé, ce rêve aujourd'hui se concrétise. Alors, en effet, c'est 2008 le lancement. Une décision politique territoriale pour restructurer le tourisme. On ne savait pas que ça n'existait pas, donc on y est allé quand même. Et puis, un an de travaux. Un an de travaux au préalable, avec des séminaires d'une journée pendant toutes les 6 semaines, en mobilisant un maximum d'acteurs et du benchmark. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. Et nous en sommes maintenant à notre deuxième feuille de route. Merci beaucoup Corinne. Donc, on reprendra certainement tout ce que vous avez présenté en cet après-midi, va susciter des interrogations chez Amine, probablement tout à l'heure, et aussi avec vous, chère audience, qui sont avec nous. Donc, professeur Hilali Mimoun, vice-président de l'Association marocaine des experts scientifiques du tourisme, enseignant-chercheur à l'Institut du tourisme de Tanger, va nous parler d'un mode spécifique qu'on appelle agritourisme ou le tourisme autrement, mais vous allez nous faire un rappel sémantique entre agritourisme et agrotourisme. À vous la parole, professeur Hilali Mimoun, sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais à mon tour remercier les organisateurs, les partenaires,
tous ceux qui ont participé de loin ou de près à nous fournir et à nous offrir cette rencontre scientifique. Merci aussi à la salle pour sa patience et son écoute. Bien, alors de quoi il s'agit? L'agrotourisme ou l'agritourisme? Je ne suis pas allé par quatre chemins, je suis allé voir le Robert, édition 2019, il n'y a pas d'agritourisme, donc il y a l'agrotourisme. Et l'agrotourisme, c'est proche de l'agroalimentaire, de l'agropastoral, et les chercheurs utilisent à 80% l'agrotourisme. Donc, je me suis dit, je vais utiliser le mot agrotourisme. Pourquoi? Parce que c'est le plus fréquent. Alors, qu'est-ce que l'agrotourisme? Je vais faire quelques définitions avant de parler des pratiques et donner quelques recommandations à mon niveau parce que c'est un secteur naissant, récent, mais prometteur. Même en Europe, il y a beaucoup de chercheurs qui ne comprennent pas encore comment fonctionne l'agrotourisme. Alors, l'agrotourisme est une activité de soutien à l'agriculture. C'est une économie d'appoint pour les exploiteurs. C'est aussi une opportunité lorsque la région est touristique ou lorsque la région est située sur une route touristique de passage. L'agrotourisme offre aux touristes aussi une occasion de se dépayser, notamment les adeptes de l'écotourisme et les amoureux de la nature. Et ça permet généralement, je l'ai dit, de trouver un espace, surtout pour certaines familles. Et ce n'est pas une destination très connue à 100%. Alors, où ça se passe? On parle de ferme pédagogique, c'est là où les stagiaires, les étudiants en agronomie, les ingénieurs des eaux forêts viennent passer quelques jours en joignant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire étudier sur place et en même temps voir les outils, les pratiques et l'évolution de ce qu'on appelle l'exploitation agricole ou forestière ou arboriculture. Ferme d'hôtes. Les fermes d'hôtes, généralement, ce sont des hébergements pour le bien-être. J'explique. Il y a une différence de taille entre le confort et le bien-être. Vous êtes dans un 5 étoiles, vous êtes dans le confort. Et ça s'adresse avant tout au corps. Le bien-être s'adresse surtout à l'esprit. Et bien, le corps vient après. Donc, il y a aussi les gîtes à peine, c'est des tentes de repos, c'est pour les familles de la classe moyenne. Et il y a les campings à la ferme, c'est agréable, c'est abordable au niveau financier. Comment? Eh bien, visite guidée du milieu agricole. Dans certaines villes, Dieu merci, on n'en est pas encore là, mais par exemple, des villes de 12 millions d'habitants, un enseignant a demandé au primaire à ses enfants, à ses élèves de dessiner un poisson, ils ont dessiné une boîte de sardines. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas la réalité, ils ne savent même pas d'où vient le pain. Et ces choses-là, bon, je ne dis pas que chez nous ça se passe, mais il y a quand même des possibilités pour faire des classes dans la ferme et d'aller voir un peu ce qui se passe pour les grandes villes. Randonnée sportive, promenade santé et les balades à cheval, à dos de mulet ou à vélo. Je ne parle pas de 4x4 parce que ce n'est pas écologique. Meknès, pardon, ou la région Fès-Meknès, c'est une région, c'est même pas la peine de la décrire, qui est très bien située. Meknès, à l'intérieur de la région, il est situé au carrefour de plusieurs routes. Et en même temps sur le circuit le plus connu du Maroc, le circuit des villes impériales, mais en même temps, il est à cheval sur le moyen Atlas, le Rif, par le biais de la plaine du Cès. Et toutes ces choses-là, biogéographiques, naturelles, culturelles, forment un potentiel qu'il faut savoir mettre en avant. Je montre là une petite carte que vous avez, zone prioritaire pour moi, c'est la zone qui est en violet, c'est là où la concentration de l'agrotourisme doit se passer. Ensuite, vous avez l'arboriculture d'olivier, vous connaissez
là, c'est quand même un titre. Et vous avez l'air du Vignoble, je pense notamment, c'est Znevallah qui a déjà commencé l'agrotourisme. Écotourisme, c'est tout la bordure de ce qu'on appelle le moyen transtabulaire avec ses lacs, avec le parc naturel des Flandres, et ainsi de suite. Vous avez tout ce qui est culturel, c'est-à-dire vous avez 3 pôles, la Médina de Fès, la Médina de Meknès et les ruines de Volubilis. Et en même temps, vous avez tout un air de l'Olivier. Mais comment se retrouver dans cette jungle de tourisme? Regardez à gauche, tourisme international, national, intermédiaire, récepteur de masse, et à la fin, vous avez tout ce qui est spirituel, halal, solidaire, éthique. Tout ça, c'est des thèmes. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces activités? Et c'est là toute la question. Alors, j'ai trouvé 28 conceptions, 41 thèmes. Je n'ai pris que cela. Et puis, quand on parle d'Internet, c'est un tsunami. Maintenant, tout le monde est sur Internet. Comment se faire distinguer? Je crois que notre ami Abbassi, tout à l'heure, va nous parler de tout ce qui est numérique, parce que moi, je suis de la vieille génération. Je touche, j'appuie sur une touche, et les clés, et c'est déjà pour moi beaucoup. Alors, vous avez des régions qui ont réussi à se faire une image de marque. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin d'aller batailler pour trouver un site ou pour se mettre sur Internet. Ils sont déjà connus et parfois, c'est les autres qui viennent les chercher parce qu'il y a un intérêt, c'est ce qu'on appelle les sites de goût. Pourquoi ne pas faire un site de goût ici? Tout à l'heure, je vous montre tous les plats qu'on peut faire au Maroc. Et malheureusement, c'est la malbouffe qui s'affiche dans nos villes. Alors, au Maroc, l'agrotourisme fait partie des niches prometteuses. Il y a 93 niches. Je vais vous le montrer sur une carte parce que je n'ai pas le temps de les citer ou de les expliquer. Autrement, l'agrotourisme est une invitation au retour à la nature pour goûter aux produits bio. Généralement, c'est ce qui fait la particularité de l'agrotourisme. Ces pratiques naissantes sont présentes de façon timide dans quelques régions. Fès, Meknès, Agadir Massa, Dra'ata Filal. Bon, il y a d'autres, mais dans ma région, il y a ce qu'on appelle l'agrotourisme. Mais je peux l'appeler, ce n'est pas des fermes d'hôtes. Ça d'autres, c'est le jardin de Dieu. C'est parfois un quart d'hectare, parfois un peu plus. Voilà ce qu'on appelle la carte, merci la Smith, de ce qu'on appelle les niches. Alors, vous avez toutes les niches et on ne voit pas pour le moment l'agrotourisme. Je vous montre les détails. Je vais aller un peu vite parce que je pense que tout le monde est fatigué. Voilà les niches. C'est-à-dire que vous avez tourisme santé, tout ce qui est thermalisme, cure de sable, remise en forme, climatisme. Vous avez tourisme de sport, ça va de sport de glisse jusqu'à ce qu'on appelle l'escalade et le parachutisme, par exemple, la Milan. Vous avez aussi le tourisme de nature, c'est spéléologie, les grottes, les parcs naturels, les lacs, les barrages, et ainsi de suite, découvertes. Et là, on n'a pas quelque chose qui s'appelle l'agrotourisme pour le moment. Mais ça va venir. Pourquoi? Parce qu'on commence à en parler et on commence à le voir sur l'Internet. Évidemment, pour moi, l'agrotourisme, quand il y a une ferme d'hôtes, c'est le point que vous avez en bas. Et tout le reste, vous avez le monde, c'est 520 millions de kilomètres carrés. Pour arriver à se distinguer, à se faire connaître dans ce monde-là, il faut quand même des experts. Et j'invite les gens à faire des raisons pour pouvoir exister en ce qui concerne le tourisme. Bon. Alors, quand on arrive à répondre à cette question de Michel de Montaigne, je réponds ordinairement à ce qui me demande raison de mes voyages, que je sais ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche.
essayez de savoir qu'est-ce que cherchent les gens. Parce que tout le monde sait ce qu'on fuit. On fuit la routine, on fuit la pollution, on fuit parfois le voisinage. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Et c'est la grande question. Et cette question a été posée au début au XVIe siècle. Et je pense qu'il reste posée. Vous avez au Maroc quand même des petites choses qui commencent à naître. Mais, comme j'ai dit, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de visibilité. Vous avez à droite tout ce qu'on appelle l'huile bio. Et vous avez à gauche le début de ce qu'on appelle les slow food. C'est-à-dire quelque chose qui essaie de lutter contre la malbouffe. Et vous avez dans le monde deux méthodes de faire du tourisme. Soit vous faites la manière minière, vous creusez un filon, quand il est terminé, on plie les bagages et on délocalise. Soit la méthode fermière, c'est là où l'agrotourisme devient intéressant. Vous avez un troupeau de vaches, de brebis, vous prenez soin, vous vendez le nécessaire, mais le capital tourne. Enfin, c'est quoi l'agrotourisme? C'est toutes les activités annexes. Vous voyez, quand une grande usine s'installe comme Renault, il y a ce qu'on appelle les fabricants d'accessoires. Tout à côté. Alors, vous avez l'apiculture, l'arboriculture, la pisciculture, l'aviculture, la cuniculture, c'est pour les lapins, plantes médicinales, plantes aromatiques, plantes décoratives. Mais qui va prendre l'initiative de faire tout cela? C'est la question. Ça se discute, comme l'a dit Madame tout à l'heure. Il faut que les gens se concertent.